Carlos Tavares, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des patrons de l'automobile mondiale, le haut commande du groupe PSA, l'homme qui a racheté Opel, puissance colossale. En même temps, quand on voit la série des crises sur le diesel, les interdictions dans les villes, toute l'exigence écologique, est-ce qu'il n'y a pas dans toute l'automobile un fond d'inquiétude? Écoutez, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que nous vivons dans un monde de plus en plus chaotique. Ouais. Ça, c'est vrai. Et pas que dans l'automobile, d'ailleurs. Et que le pilotage des entreprises comme le groupe PSA devient en soi, évidemment, un défi, un challenge de tous les jours. Quand le ministre français, M. Hulot, dit en 2040, plus de véhicules thermiques, ce sera un autre monde. On va déjà dans un autre monde. Écoutez, je pense qu'il faut louer le ministre Hulot pour le fait de nous donner du temps. Quand il dit 2040, 2040, c'est dans plus de 20 ans. Donc je trouve que c'est plutôt vertueux de nous donner avec une telle anticipation une perspective aussi radicale. Certains vous donnent beaucoup moins de temps. Les Allemands qui déjà maintenant interdisent des anciens diesels dans certaines villes, voilà, ça se rapproche. Ça peut éventuellement se rapprocher puisque c'est une possibilité mais pas une décision. Et il est vrai que l'effondrement du mix diesel a pour l'instant une conséquence très fâcheuse, c'est que les émissions de CO2 sont en train d'augmenter comme conséquence de ces décisions. Quand on voit l'ampleur de la crise diesel, est-ce que le diesel de toute façon est sur le déclin? Je pense qu'on peut le dire car l'opinion publique le pense, indépendamment de la vérité scientifique, qui n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais indépendamment de la vérité scientifique, l'opinion publique le pense. Et nous ne sommes pas ici pour dire aux consommateurs autre chose que ce qu'ils pensent déjà. Nous avons, en tant que communauté, les États ont des responsabilités d'information, mais le constructeur automobile, il a une responsabilité de transparence et une responsabilité qui est d'offrir à ses clients ce qu'ils souhaitent acheter. Pour être très clair, la personne qui veut acheter du diesel aujourd'hui, au fond, il faut qu'elle se dise que voilà, ce sera de moins en moins une bonne idée. C'est sa décision. Ouais. C'est sa décision. Si nous nous embarquions dans une discussion sur les mérites des différentes technologies, il nous faudrait plusieurs heures. Ce qu'il faut aujourd'hui reconnaître, c'est que les gouvernements, les États, ont pris la responsabilité scientifique du choix des technologies. C'est tout à fait clair puisqu'ils nous conduisent fermement vers l'électrification. Le groupe PSA n'a aucun problème avec ça. Il a sa propre technologie qu'il va lancer sur le marché de manière assez massive. Et donc, nous suivons cette dynamique, mais il faut reconnaître que le choix de la technologie n'est plus un choix qui appartient aux constructeurs, mais c'est une responsabilité scientifique qui a été prise par les États et par les gouvernements. Il faudra s'en souvenir dans quelques dizaines d'années si jamais quelque chose de négatif venait à être découvert. Quand même, quand Madame Hidalgo, par exemple à Paris, veut tellement restreindre la voiture, ça vous fait mal? En tant que passionné d'automobile, oui, quelque part, ça fait mal à tous les passionnés d'automobile. Ça fait mal à tous ceux qui utilisent l'automobile comme un instrument de liberté de mouvement. Ceci étant, Mme Hidalgo fait son travail, elle veut faire plaisir à ses citoyens, concitoyens de la ville de Paris, donc c'est tout à fait son droit, et dans le respect des règles qui s'imposent à tous, elle le fait, j'imagine, dans un but très précis qui est de faire plaisir à ses concitoyens. Donc c'est son objectif à elle. Caricaturons un peu le Valaisan qui est tellement attaché à son 4x4, le Genevois, le bourgeois genevois de certains quartiers qui est tellement attaché à son 4x4. Ce monde-là, il va disparaître. Donc, ce que je crois, c'est que nous ne pouvons pas nous éloigner d'une vérité forte. La vérité forte, c'est que depuis des siècles et des siècles, l'être humain, il recherche confort et sécurité. Il recherche aussi la liberté de mouvement. La liberté de mouvement, c'est une valeur intrinsèque de nos démocraties. On voit que la mobilité dans les milieux urbains et la mobilité dans les milieux ruraux, ces deux types de mobilité vont diverger. Et donc c'est lié directement à la divergence des modes de vie. Donc c'est un débat plus large sur nos sociétés occidentales qu'il faut avoir. Quels sont les modes de vie qu'éventuellement la pensée unique voudrait imposer à quelqu'un qui habite en milieu urbain ou imposer à quelqu'un qui habite en milieu rural? Et les moyens de liberté de mouvement que nous offrons, nous, les constructeurs automobiles, s'adapteront à cette réalité. Mais en amont de cette discussion sur le diesel, sur les 4x4, sur les SUV, en amont de ça, il y a une véritable réflexion de fond sur quel modèle de vie dans le monde occidental nous voulons entre l'urbain et le non-urbain. Est-ce que dans la ville, l'automobile individuelle a encore un avenir? Quand on voit le nombre de restrictions, est-ce que tôt ou tard, c'est pas fini? C'est très lié à l'empreinte au sol. C'est très lié à l'espace au sol que vous souhaitez dédier à ce type d'objet de mobilité individuelle. Si on s'en tient aux notions de sécurité, de confort, je pense qu'il y aura des moyens de mobilité individuelle. Je pense qu'ils vont être très différents de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais là encore, l'industrie automobile n'est jamais
que l'industrie qui apporte des solutions. Encore faut-il qu'il y ait une vraie vision sur ce que vous voulez faire dans la cité, une vraie vision des espaces que vous voulez allouer au vélo, au quadricycle ou autre chose. Quand vous dites, pardon, objet de mobilité, donc c'est plus une voiture en réalité, hein. C'est un objet qui vous offre la liberté de mouvement. Ouais. Parce ça que peut être quoi, une capsule qui vole, qui... Toutes sortes de mobilités peut être envisagées et envisageables. Nous ne manquons pas d'imagination. Mais là encore, il ne faudrait pas demander aux constructeurs automobiles de se substituer aux sociétés et notamment aux villes sur la dimension de création de la vision. Qu'est-ce que l'on veut comme mode de vie dans les zones urbaines de l'avenir? Et que fait-on en termes de différenciation entre le centre-ville et les banlieues de ces mêmes villes? Là, il y a une réflexion très large qu'il faut mener et qui, à mon sens, pour l'instant, n'est qu'embryonnaire. Et ça, c'est un véritable problème, non pas pour les constructeurs automobiles, mais pour les sociétés de manière plus large. La voiture autonome, la voiture 100% autonome, celle où on s'assied et on met, voilà, je veux aller là, et ça y va, c'est pour quand? C'est pour probablement dans les années 2020, 2023, 2025, c'est dans cette période-là. Ça existera bien entendu avec de nombreuses limitations d'usage, avec de nombreuses limitations sécuritaires, où dès qu'il va y avoir un petit oiseau qui va croiser la voiture va s'arrêter. Enfin, il y a de nombreuses choses qu'il faudra améliorer, mais dans cette période-là, ça va se produire. Qu'est-ce qui restera du plaisir de conduire? Vous êtes un passionné d'automobile hein, depuis l'enfance. Bien sûr. Voilà, quand on s'assied, est-ce que c'est encore une automobile? Moi, je pense qu'il restera beaucoup du plaisir automobile de manière assez surprenante. Pourquoi? Parce que le vrai luxe, à cet horizon-là, si on se projette en 2030, le vrai luxe, ce sera d'être capable de faire converger le fait que le dimanche soir, quand vous rentrez en milieu urbain après un week-end à la campagne, vous n'avez pas franchement envie de tenir le volant dans les bouchons. Et donc à ce moment-là, vous voulez déléguer la conduite du véhicule et discuter avec votre famille ou faire vos mails ou lire un journal. Et donc à ce moment-là, le véhicule autonome sera extrêmement précieux parce qu'il vous rendra du temps de qualité. Mais quand vous serez en milieu rural ou à la montagne, vous éprouverez du plaisir à conduire votre automobile extrêmement précise et extrêmement linéaire. Et donc on sera en situation d'offrir aux clients une parfaite convergence entre le plaisir de conduite dans les contextes qui s'y prêteront et dans le même temps, on vous rendra du temps de qualité dans les contextes où la conduite n'est pas franchement un plaisir, par exemple dans le cadre des bouchons. PSA, entreprise colossale, combien d'employés à ce jour? 220 000. Les marchés émergents, Iran, Chine, l'avenir est là pour vous? En tout cas, c'est un avenir dont on ne peut pas faire abstraction. Parce que là encore, il faut que le monde occidental se rende compte qu'il n'y a pas que le monde occidental sur cette planète. Il y a d'autres sociétés, d'autres visions de l'automobile, d'autres besoins de mobilité. Et donc, une grande entreprise comme Groupe PSA, qui a vocation à devenir un constructeur mondial, vous aurez pu citer l'Eurasie, vous aurez pu citer l'Amérique latine, nous avons vocation à être présents partout. L'exigence écologique, pardon, là-bas est la même qu'ici aujourd'hui? En tout cas, dans l'intention, oui. Ouais. Après, dans la réalité de ce que les économies locales peuvent offrir, évidemment, il y a des déphasages, mais on peut penser, sans grand risque de se tromper, que tout ceci va converger assez vite, parce qu'il n'y a aucune société dans le monde, sur la planète, qui a envie de se considérer comme un citoyen de deuxième catégorie, surtout eu égard à la santé et eu égard à la qualité de l'air que l'on respire. Emmanuel Macron était notre invité il y a 2 mois à Davos. Il disait, voilà, la France a changé, elle est plus ouverte au business. Est-ce que vous, un des plus grands patrons français, vous le constatez? Oui, je le sens. Je le sens clairement dans la manière dont les différents acteurs de la société française se positionnent par rapport aux entreprises. Ceci est très important parce que les entreprises sont pilotées par des équipes qui sont des êtres humains. Il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est grande qu'elle n'est pas peuplée d'êtres humains et que donc un climat qui est moins hostile aux entreprises en France est un climat qui a un double effet positif. D'abord, ça permet aux entreprises de se déployer avec plus d'efficience et ensuite, ça apporte une motivation supplémentaire à chacun des collaborateurs de l'entreprise. Donc oui, ça change. Ça veut dire, pardon, que les patrons se sentent plus aimés par Macron, on peut dire ça? En tout cas, ils se sentent moins mal aimés, on va le dire comme ça. Qu'à l'époque Hollande. D'autres époques qui ont précédé. On voit bien que chacun reconnaît maintenant que la création de richesse dans un pays comme la France, c'est un facteur fondamental, c'est un facteur social. Sans création de richesse, il n'y a pas de modèle social. Et donc, il faut créer des conditions d'une plus forte création de richesse. Et ce sont les entreprises qui créent cette richesse. Et elles sont peuplées d'êtres humains, n'oublions jamais. Vous me disiez le courage, la notion de courage a changé. Un État plus courageux pour réformer? Ça se voit, car les réformes auxquelles s'attaque le gouvernement du président Macron sont des réformes qui, il n'y a pas si longtemps, étaient des réformes taboues dans la société, qui maintenant ne le sont plus parce qu'il y a un soutien du cœur
du pays pour ce type de changement. Vu de Suisse, vu d'ailleurs, souvent les Français parlent de réforme, parlent de liberté, mais en fait, ça bloque toujours. On n'aime pas l'argent, on n'aime pas tellement que ça l'économie privée, etc. Ça change vraiment d'après vous? Je pense en tout cas que le président Macron est en train de créer les conditions de ce changement. Nous verrons dans quelques années, dans 2 ou 3 ans, si la réalité du changement peut se mesurer, si elle est concrète. Mais en tout cas, je trouve que la direction qui est prise, 1, est courageuse, 2, est pertinente. Et je pense que toute la société française a un intérêt bien compris à soutenir cette direction. Il y avait un passif avec Emmanuel Macron quand il avait mis en cause votre salaire. À l'époque, il était ministre des Finances, de l'économie. C'est fini? Écoutez, moi, je n'ai jamais eu de passif avec personne. Comme je l'ai toujours dit, je me considère soit comme un joueur de football ou comme un pilote de Formule 1. Il y a un marché pour les patrons des boîtes automobiles. Voilà, je suis dans ce marché. Et comme vous le savez, mon salaire n'est pas décidé par votre interlocuteur, mais il est décidé par le conseil de surveillance. Donc c'est une donnée que je ne maîtrise pas. Votre histoire personnelle, vous êtes un homme vraiment fait par l'automobile, hein, depuis le début. La vocation, c'était quand la première vocation? Je crois que c'était en 1972, lorsque le circuit d'Estoril en banlieue de Lisbonne a été construit, où j'ai été pour la première fois commissaire de piste pour donner un coup de main aux organisateurs des épreuves, et c'est là que j'ai attrapé le virus. La première voiture, là, c'était 1972, c'était probablement une Formule Ford. Élève, boursier, père comptable, c'est ça? À Père Lisbonne. comptable, mère professeur de français, boursier de l'État français en adolescence, effectivement. Vraiment une vie faite par la voiture. Quel sens vous donnez à ça? Écoutez, c'est une vraie question. Le sens, c'est d'abord le fait de se lever tous les matins en se disant que d'œuvrer pour la liberté de mouvement des êtres humains, c'est quand même très, 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 très bien. Et j'aime beaucoup le fait d'offrir des objets qui sont à la fois des objets sûrs, confortables, mais aussi des objets de passion. Il suffit d'aller voir les nouveautés sur les stands du groupe PSA, Peugeot, Citroën. Aujourd'hui, il y a de la passion, ça communique de l'émotion. Et donc concilier à la fois toutes les données rationnelles et toutes les données émotionnelles en un seul et même objet, c'est franchement un privilège. Il y a une légende Tavares, hein. On vous présente comme un fou de la performance, un psychopathe de la performance, hein. Quelqu'un vraiment qui est d'une dureté extrême quand il veut ce but. Tout est vrai? Psychopathe de la performance, certainement. Parce que je crois que notre monde occidental est malade de la démagogie. Nos sociétés occidentales sont malades de la démagogie. D'ailleurs, les citoyens l'ont bien compris, puisqu'ils ont maintenant tendance à élire des gens qui éventuellement leur disent des choses désagréables. Et ma ligne de conduite en matière managériale, c'est toujours de dire la vérité. Pardon, les gens qui disent choses qui ont été élus, qui est-ce que vous classez dans la... Je vous laisserai faire la statistique. Non, vous le dites, je le savais, mais la... on voit très bien que dans le leadership moderne, le fait d'être capable de dire des choses perçues comme vraies, mais pas forcément agréables, pas forcément ce que les gens ont envie d'entendre, eh bien, elles trouvent un point de convergence, parce que les personnes ont envie de croire que ce qu'on leur dit, c'est la réalité. Et en matière de management des entreprises, le fait de dire aux gens la réalité que vous percevez, vous n'êtes jamais qu'un être humain, donc vous pouvez évidemment vous tromper, mais le fait de leur dire ça marche, c'est très bien, c'est bon pour l'entreprise, ça marche pas, il faut qu'on s'améliore pour le bien de l'ensemble de la communauté que nous représentons, eh bien, c'est une forme de management qui peut ne pas être toujours aisée, c'est certainement pas démagogique, c'est centré sur la performance, parce que, ne l'oublions pas, dans le monde d'aujourd'hui, la seule chose qui protège vraiment, c'est la performance. Vous voulez dire que l'Occident a trop perdu la notion du travail, de l'effort, de la performance, qu'il faut garder ça? En tout cas, l'Occident s'est égaré dans le domaine de la démagogie. Et ça, c'est quelque chose que je ressens fermement. Les gens, quand ils voient que vous êtes en train de leur raconter une belle histoire, mais que ça ne correspond pas à la réalité, ils décrochent immédiatement. Ils ont bien raison d'ailleurs. Ils ont bien raison. Il faut revenir à des choses simples, concrètes. Ça marche pas. Si ça marche pas, c'est une opportunité de progrès. Donc on va se mettre tous autour du problème, on va le résoudre, parce que ça apportera à l'ensemble de la communauté humaine, communauté de destin que représente une entreprise, une amélioration qui nous protège tous. Dans cette légende Tavares, aucun mail en souffrance, c'est vrai? C'est vrai. Aucune journée où vous avez des mails non lus. Tout le monde a des mails non lus. Quand j'arrive au bureau, l'écran est vide, et quand j'arrive à la maison le soir, l'écran est vide, c'est vrai. Parce que c'est la seule façon de survivre. Pas de papier? Vous n'utilisez jamais de papier? Aussi peu que possible. Moi j'ai mon papier, là ça se fait pas chez vous. Hein. Aussi peu que possible. On dit que quand un collaborateur veut vous donner une feuille de papier, vous mettez les mains derrière, parce que surtout vous ne voulez pas de papier. C'est exact. C'est exact. En tout cas, il m'arrive de le lire et de le rendre. Vous avez un très bon salaire, et pourtant l'austérité, le côté patron un peu sec, la vieille montre suisse, ça aussi, c'est pas une légende?
Non, vous voyez, On ne va pas citer la marque, mais... c'est toujours la même. Et c'est un cadeau d'un de mes anciens patrons, donc je la garde. Ouais. Et elle fonctionne. Ouais. Ça, c'est le côté moins de soldats. Non, je me décris pas comme cela. J'ai simplement un mode de vie qui est relativement simple. Je fais accord avec mon entreprise, avec mes collaborateurs. Leur vie n'est pas facile. Qu'est-ce que vous faites de votre gros salaire alors? Eh bien, je fais ce que j'ai à faire dans mes investissements personnels. Je prévois l'après. Ouais. C'est ça que je fais. Le Portugal en vous, quand même, portugais ayant si bien réussi en France, vous n'avez pas de passeport français, c'est ça? J'ai un passeport portugais uniquement, en effet. Pourquoi? Parce que vous êtes né là où vous êtes né, et comme vous, comme moi, nous ne l'avons pas décidé. Donc pourquoi chercher à modifier cette réalité? Nous sommes nés là où nous sommes nés. Moi, j'ai mes racines au Portugal. C'est là-bas que j'ai passé mon adolescence. Et je suis très content d'avoir travaillé au Japon, en France, aux États-Unis. Mais voilà, nous sommes nés là où nous sommes nés. Il n'y a pas de raison objective de changer cette réalité. Il y a beaucoup de Portugais partout, notamment en Suisse. Qu'est-ce qui est resté portugais en vous? Écoutez, sans doute l'esprit pionnier et l'opiniâtreté, la persévérance, Ouais. sans doute. Le Portugal est un pays qui ne compte pas, de par sa taille et la faiblesse de sa population, mais c'est un pays qui, au XIVe, au XVe siècle, comme chacun sait, a été pionnier en matière de découverte de nouvelles contrées. Et ce goût de l'inconnu, ce goût de découvrir des choses nouvelles, qui est finalement le symétrique de la peur de l'inconnu, c'est quelque chose, je pense, qui nous caractérise encore, parce que nous sommes dans un monde où l'inconnu fait peur. Et donc le fait de pouvoir faire face à cet inconnu avec une relative sérénité, ça peut éventuellement être un atout. Le côté artisan, travailleur qu'on donne souvent aux Portugais, ça vous le revendiquez? Je ne crois pas que ce soit exclusif. Et je pense que beaucoup de peuples, y compris le peuple français, sont très travailleurs, très concentrés sur ce qu'ils font dans tous les domaines. Donc je ne sens pas du tout que c'est exclusif. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, ce qui compte plus, c'est le contexte dans lequel vous emmenez les gens que vous réussissez éventuellement à emmener avec vous, plus que leur parcours. Si vous prenez l'exemple de la France, je l'ai dit assez calmement, n'étant pas français, j'ai une certaine crédibilité sur ce sujet, j'ai dit il y a un génie français. Pourquoi il y a un génie français? Parce qu'en France, éventuellement, vous pouvez avoir une première réaction négative sur une proposition que vous faites, mais si vous expliquez le sens de ce que vous essayez de faire avec les gens, quand vous arrivez en haut et que la balle redescend de l'autre côté de la colline, elle peut redescendre très très vite. Et donc, on peut obtenir un très fort consensus, une dynamique de progrès et une énergie positive extrêmement importante en France, à condition de bien comprendre comment ça fonctionne et à condition d'expliquer le sens de ce que vous voulez faire. Il n'y a presque pas d'interview où on ne parle pas de l'autre Carlos Ghosn, que vous avez quitté 2013, voilà, une sorte de provocation. C'était votre patron, vous le quittez, vous réussissez ailleurs. Quelle leçon de vie vous tirez de ça? La leçon de vie que je tire, c'est qu'en 2013, comme vous l'avez souligné, j'avais 55 ans et j'étais à un carrefour. Carrefour qui consistait soit à accepter de rester toute sa vie professionnelle numéro 2, soit de prendre le risque d'ouvrir une porte pour essayer de devenir patron d'une boîte automobile, ce qui était mon rêve d'ingénieur. Et donc j'ai pris cette décision structurante. Je suis Ça veut dire quoi? Il faut prendre le risque? Bien sûr. Il faut prendre le risque et puis il y a des moments, c'est de ce côté-ci ou de ce côté-ci. Hein, c'est pas in between, hein, vous devez prendre une décision. J'ai pris cette décision, pour l'instant je m'en porte plutôt bien. L'industrie automobile, la culture automobile, cette espèce de rigueur extrême, un peu ingénieur, vous êtes ingénieur, mai 68 n'est pas tout à fait passé par l'automobile, c'est une culture qui est restée celle d'avant. Quand vous voyez la densité technologique d'une automobile, quand vous voyez les enjeux en termes de performance, de sécurité, je ne parle même pas des nouvelles technologies de connectivité, de véhicules autonomes, vous voyez qu'il n'y a pas de place dans une automobile et dans l'industrie automobile pour l'à peu près. Il n'y a pas de place pour ça. La densité de technologie, la complexité, la maîtrise absolue, les enjeux de sécurité sont tels que si vous ne visez pas systématiquement la plus extrême rigueur, la plus extrême exigence sur le plan technique, mais également sur le plan économique, eh bien ça déraille. Moi j'ai l'habitude de dire que l'industrie automobile nécessite un parfait alignement des étoiles et les circonstances dans lesquelles les étoiles sont parfaitement alignées, compte tenu de leur nombre, sont de plus en plus rares. Ce qui fait notre métier, évidemment, être extrêmement intéressant et passionnant. Quand vous êtes arrivé en France, vous avez quoi, 17 ans? 17 ans, oui. Bon, et vous êtes devenu un des patrons les plus puissants du monde. Vous rêviez à quoi quand vous aviez 17 ans? Quand j'avais 17 ans, je rêvais à faire du sport automobile. Malheureusement, je n'étais pas assez talentueux pour être pilote automobile professionnel, donc je suis devenu ingénieur pour pouvoir me payer le loisir que je pratique depuis maintenant 30 ans. La découverte de la France, c'était quoi?
Ça a été un dortoir au lycée Pierre de Fermat, en classe préparatoire, avec 28 lits les uns derrière les autres. Ça a été ça, ma découverte de la France, classe préparatoire, maths sup au lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Il y avait là déjà une ambition dévorante? En tout cas, il y avait une pression extraordinaire. Je pense que peu de personnes savent ce que ça représente pour un étranger de débarquer directement en classe préparatoire, maths spé, maths sup. C'est une pression incroyable parce que le système de sélection est impitoyable, comme vous le savez, au travers des différents concours. Donc vous arrivez dans un système où soit vous avancez, soit vous disparaissez. Et donc là, il fallait là aussi prendre l'avenir à bras-le-corps. Là, vous avez dit quoi? Être le meilleur? Il fallait franchir les étapes, passer de maths sup en maths spé, ensuite passer les concours, rentrer à Centrale, ensuite se faire embaucher chez un constructeur automobile. C'est des étapes passionnantes, elles étaient structurantes sur le plan de la formation du caractère. Carlos Tavares, merci. Dans 10 ans, imaginons l'automobile moyenne, celle vraiment de monsieur et madame tout le monde, c'est comment? Dans 10 ans... On est assis d'abord. On reste assis, ça c'est au moins. On est assis, mais on n'est pas forcément face à la route. Ouais. Mais on est peut-être dans un salon roulant avec un objet de mobilité zéro émission, probablement capable de cumuler à la fois un mode totalement autonome, mais aussi un mode où vous pouvez conduire pour éprouver du plaisir de conduite. C'est électrique? Un objet électrique, en tout cas zéro émission, je ne sais pas s'il sera électrique, il pourrait être pile à combustible, il pourrait être autre chose. En tout cas, c'est un objet complètement connecté, il y aura un continuum entre le bureau, la voiture et le domicile en matière de connexion vis-à-vis de l'extérieur, de vos amis, de votre famille, de vos activités professionnelles. Le continuum sera parfait et l'organisation de l'espace à bord se prêtera à ce que vous travailliez dans votre voiture ou que vous soyez dans un moment de convivialité, un peu comme dans un wagon de train à grande vitesse. Je pense qu'on en sera là, mais on aura aussi une liberté de mouvement restreinte avec des objets de mobilité qui vous permettront d'accéder à certains endroits et pas à d'autres. Et donc, un des questionnements que nous devons avoir, que moi j'ai en tant que citoyen européen, c'est jusqu'à quel point est-ce que nos sociétés acceptent de perdre de la liberté de mouvement au travers de l'ensemble de ces restrictions. C'est un sujet de fond et je ne vois pas au niveau de nos sociétés en ce moment un débat suffisamment profond sur ce thème. Merci. Voilà. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.